Vous écoutez Blockchain Talks, le podcast Mazars qui décrypte la révolution blockchain avec ceux qui la vivent. Cette saison, nos experts s'intéressent aux métiers et secteurs qui vont être impactés par cette technologie et bénéficier de ses apports pour révolutionner leur monde. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Blockchain Talks. Je suis William Bottaro, associé chez Mazars, spécialisé dans le secteur de la santé. Je reçois aujourd'hui Mehdi Benchoufi, Global Speaker Blockchain et Intelligence Artificielle à l'Hôtel-Dieu de Paris, pour décrypter ensemble les enjeux de la blockchain dans le secteur de la santé. Mehdi, bonjour. Bonjour. Pourriez-vous peut-être commencer par nous expliquer qui vous êtes, d'où vous venez, quel est votre profil et comment peut-être vous en êtes venu à vous intéresser à ce secteur de la blockchain, à ces enjeux de la blockchain? Bien sûr, je suis Mehdi Benchoufi, je suis médecin de santé publique, je travaille à l'hôpital Hôtel-Dieu et je suis mathématicien de formation. Je travaille depuis maintenant plusieurs années aux interfaces entre nouvelles technologies et médecine. La spécialité de mon département, c'est ce qu'on appelle l'épidémiologie clinique. De quoi il en retourne exactement? C'est la science au fond qui vise à améliorer la qualité de la recherche. Et la recherche, je trouve qu'elle est entamée par une série de problématiques qui font de biais, d'erreurs, parfois même de fraude. Et l'idée, c'est de mobiliser ce qu'on peut pour améliorer la méthode de conduite des études cliniques. Et il se trouve que la blockchain apporte un certain nombre de solutions tout à fait pertinentes et on s'emploie à y travailler depuis maintenant plusieurs années. Nous entendons beaucoup parler de blockchain ces derniers temps. Pourriez-vous, de façon assez succincte, nous expliquer quels sont les enjeux clés que vous voyez dans le secteur de la santé? Alors, il y a très nombreux usages de la blockchain aujourd'hui qui sont devisés. Je pense qu'on peut raisonnablement retenir trois. Un premier usage qui relève du circuit de conception, d'approvisionnement des médicaments. Un usage qui est relatif à l'amélioration globale de la qualité des études cliniques qui sont aujourd'hui conduites. Et enfin, une problématique qui relève de la donnée dans son partage, la donnée dans sa valorisation en termes de recherche. Trois grands sujets aujourd'hui qui sont travaillés en termes d'application de la blockchain dans le domaine de la santé. Je rebondis sur ce que vous dites et notamment sur votre premier point qui concerne la chaîne d'approvisionnement du médicament. Ouais. En quoi la blockchain aujourd'hui peut être utilisée pour sécuriser l'approvisionnement des médicaments? Un point peut-être de recul sur les applications de la blockchain en général. La blockchain, peut-être comme certains auditeurs le savent, c'est une technologie qui permet au fond de tracer des événements. Donc c'est une sorte de base de données partagée dont chacun a une copie et on peut tracer des événements. Et dès lors qu'on parle de traçabilité, on pressent que le sujet de la drug supply, donc de l'approvisionnement des médicaments, de leur distribution, a sans doute quelque chose à faire avec cela. Deuxième point, c'est que les questions d'approvisionnement du médicament soulèvent des questions qui sont assez populaires, entre guillemets, qui sont celles de la contrefaçon. C'est un marché énorme et le fait de pouvoir s'assurer que les médicaments ne sont pas contrefaits est un point essentiel. Et là, en effet, les interactions avec la blockchain sont essentielles pour permettre de tracer un circuit qui est long, qui est complexe, qui fait intervenir toute une série d'acteurs, qui permet donc de sécuriser et de tracer la vie de la conception d'un médicament jusqu'au moment où un individu, vous, moi, seront amenés à prendre le médicament, à le consommer. La blockchain pourrait permettre de réduire la fraude, la contrefaçon dans la distribution, dans l'approvisionnement des médicaments. C'est dans tous les cas une des promesses, c'est même aujourd'hui une obligation que de mobiliser les efforts pour les pharma, en tout cas pour les acteurs concernés, de réussir à mettre en place des circuits de drug supply qui soient traçables. Il y a eu un point un peu particulier en 2012, au moment où un scandale a éclaté, qui était lié à des lots de médicaments qui étaient corrompus, qui ont engendré une crise sanitaire, puisqu'il y a un certain nombre de méningites, des maladies graves qui ont été induites. Et donc, un certain nombre d'autorités sanitaires se sont saisies, notamment la FDA, pour s'alarmer de la situation et rendre absolument prescrit le fait qu'on mette en place des systèmes qui assurent la traçabilité dans les bonnes conditions. Et donc aujourd'hui, la blockchain s'est implémentée par une série de consortiums, une série de big pharma qui travaillent à des solutions de traçabilité de la chaîne d'approvisionnement des médicaments et de leur distribution. Sur le point de la recherche médicale, vous disiez tout à l'heure que la blockchain pouvait donc faciliter, sécuriser peut-être les essais cliniques. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus? Alors oui, c'est un vaste sujet. La question de la qualité de la recherche est un énorme débat. À mes yeux, c'est peut-être celui qui domine notre ère en termes médical. J'entends par là que des études sont menées depuis le début des années 2000, et notamment par un chercheur de premier plan qui s'appelle John Ioannidis, et qui prouve
prouve comment la recherche souffre d'un certain nombre de problématiques méthodologiques, de biais, d'erreurs, parfois même de fraude. C'est grave puisque, ultimement, lorsque un médicament est prescrit, lorsqu'une prise en charge est définie, lorsqu'une autorité sanitaire choisit de se comporter d'une façon plutôt qu'une autre ou organiser son système d'une façon plutôt qu'une autre, tout ça est assis sur des preuves. Et ces preuves, elles se manifestent sous la forme d'études qui sont publiées dans ce qu'on appelle des revues à comité de lecture et donc qui font déjà l'objet d'une première vigilance. Mais malgré tout, ce qui sort en bout de chaîne, ce sont des études dont la qualité est très discutable. Ce chercheur, John Ioannidis, avait, de façon un peu provocante, publié un article en l'intitulant « Why most research are false ». Alors évidemment, ça avait provoqué un tollé à l'époque et généré dans le même temps tout un courant de recherche dans la continuité duquel le département dans lequel je travaille s'inscrit et qui, comme je disais en introduction, travaille à mobiliser des méthodes pour améliorer la reproductibilité de la recherche. Donc je pense que c'est vraiment un enjeu critique qui domine même la question de l'intelligence artificielle, etc. On peut même mobiliser ce qu'on veut de techno ou de ressources pharmacologiques. Si à la fin, l'étude qui est produite n'est pas de bonne qualité, on a manqué l'affaire. Alors, dans ce qui entame la qualité de la recherche, il y a toute une série de problématiques qu'évidemment je ne détaillerai pas ici. Comme je disais, des biais, des erreurs, des fraudes, ce genre de choses. Et il se trouve que la blockchain permet, d'une part, de tracer la vie d'une étude clinique, qui fait intervenir, là aussi, un certain nombre d'acteurs, un consortium complexe d'acteurs qui échangent de très nombreuses informations, s'assurer du flux des informations, de leur traçabilité, pour que la vigilance de la part, à la fois de ceux qui revoient l'étude, mais aussi des acteurs sanitaires, des autorités sanitaires, c'est quelque chose dont on pressent que c'est un intérêt important. Le deuxième point, au fond, la blockchain, comme je disais, c'est la traçabilité, mais c'est aussi s'assurer du juste ordonnancement chronologique de la vie des événements. Qu'est-ce que j'entends par là? S'assurer qu'un événement A a eu lieu et s'assurer qu'un événement A a eu lieu avant qu'un événement B aura lieu. Cette chronologie, elle est décisive dans le cadre des études cliniques. Quand vous commencez votre étude et que vous dites « Ok, je vais m'intéresser à ce problème », vous récoltez vos données et vous dites ultérieurement, au fond, sur la base de mes données, je ne vais plus m'intéresser au problème initial, mais un autre problème, ce qu'on appelle techniquement des switch outcomes. C'est-à-dire que pendant la vie de l'étude, le propos initial va changer. Ce que vous allez analyser va être modifié au fur et à mesure que vous conduisez l'étude. Et bien là, c'est un biais méthodologique majeur, c'est une erreur majeure qui peut complètement entamer, fausser des résultats. Et on le comprend bien. Lorsque vous récoltez des données, il y a forcément des corrélations, forcément des choses qui vont être intéressantes. Si vous n'avez pas défini votre protocole d'étude en fonction de vos objectifs premiers, au fond, l'ensemble de l'étude est corrompu. Et la blockchain permet donc d'une part de la traçabilité, donc s'assurer qu'un événement a eu lieu, mais aussi s'assurer qu'il n'y ait pas ce type de modification dans le temps. Et là, on sent que la blockchain, c'est quelque chose de très utile dans ce cadre-là. Est-ce déjà à l'œuvre, ce que vous nous racontez? Est-ce que l'industrie pharmaceutique mobilise aujourd'hui la blockchain en masse? Ou est-ce qu'on est plus sur une prospective, une promesse? Sur les affaires de drug supply, il y a des choses qui sont déployées dans la vie de tous les jours. Il y a des consortiums qui travaillent aujourd'hui et qui ont développé des solutions qui sont utilisées. Dans le domaine des études cliniques, on est davantage dans le domaine de la prospective. On voit toute une série de solutions possibles. Il y a énormément de ce qu'on appelle des POC, donc des proof of concept, qui sont développés ici et là, et on attend incessamment que ces solutions puissent vivre dans la vie de tous les jours et accompagner en pratique et avantageusement, on l'espère, la conduite des études cliniques. J'en viens au sujet du partage de données, data sharing en anglais. En quoi la blockchain peut faciliter ce partage de données et peut-être garantir l'intégrité des données de santé? Alors, sur le partage des données, là, on est sur un rang encore plus prospectif qu'on l'était sur les aspects d'études cliniques, mais néanmoins, on est dans une gamme de solutions qui est tout à fait prometteuse. Les données, notamment récoltées, par exemple, dans le cadre d'une étude clinique. Ces données, elles vont être récoltées par un acteur, qui peut être une pharma, qui peut être un laboratoire académique, et nous, en tant que patients, on peut consentir à partager ces données avec un acteur en particulier, mais on peut se dire aussi, au fond, j'ai envie que mes données servent à la communauté médicale, qu'elle soit publique, privée, qu'il s'agisse de laboratoires académiques ou d'entreprises, et que de ce fait, que mes données puissent être ultérieurement partagées de façon plus large. Et en même temps, je veux être soucieux du contrôle de ce périmètre de partage. Je veux pouvoir dire, là je partage avec tel et tel acteur en particulier, parce qu'au fond j'ai confiance, et puis je peux dire, avec tel acteur je ne partage pas, je peux révoquer mon partage, l'ouvrir davantage, et donc cette notion de pouvoir choisir
choisir de façon sûre et en préservant l'intégrité de la donnée, ce sont des choses qui sont dans le rang d'applications possibles de la blockchain, mais on est encore sur aujourd'hui une démarche qui est assez exploratoire, assez itérative, assez prospective. La blockchain peut-elle représenter une opportunité pour la valorisation des données de santé ? On en entend beaucoup parler en ce moment. Absolument, je crois. Aujourd'hui, on vit dans une ère qui est assez largement data-dépendante. On parle souvent d'intelligence artificielle. Alors moi, ce que j'ai coutume de dire, c'est que on vit dans une ère qui voit en fait émerger l'innovation thérapeutique à pharmacopée constante. Qu'est-ce que j'entends par là ? Au fond, développer une molécule, ça coûte très très cher. C'est des milliards, de nombreux efforts, avec une incertitude ultimement sur le résultat final. Alors évidemment, il faut continuer à mobiliser les efforts dans ce sens-là, mais aussi réfléchir à comment est-ce que, sur la base des molécules dont on dispose déjà, comment est-ce qu'on peut améliorer la prescription et les données que l'on récolte permettent de mieux cibler les usages. Donc avec une même molécule, vous allez pouvoir adapter ou composer des jeux de molécules et les adapter à des profils de patients en particulier. Donc d'une certaine façon, on vit vraiment dans une ère où tout est donné. En termes de valorisation de la recherche, le potentiel est énorme et aiguise l'intérêt de tout le monde, et au premier rang desquels évidemment des grosses entreprises, mais aussi les laboratoires publics qui sont tout à fait en situation d'exploiter favorablement ces données et en extraire le potentiel médical. Et donc, ces données ont un potentiel. Néanmoins, il faut s'assurer que cela soit fait dans les bonnes conditions de préservation de l'anonymisation des données et du contrôle que nous tous, on doit avoir sur la vie de ces données-là, leur intégrité, le fait qu'elles ne soient pas corrompues et qu'on puisse, à un moment donné, faire confiance à un acteur en disant « Vous, j'ai confiance, je partage avec vous les données. » Et puis, ultérieurement, on choisit d'exclure ce partenaire antérieur à l'usage des données. Ça, ce sont des choses qui devrait être possible. Et avec la blockchain, voilà, on peut avoir cette agilité, cette plasticité d'usage en termes de partage de données. Dès lors qu'on parle de données de santé, on voit les problématiques autour du consentement apparaître. Quels enjeux vous voyez ? Comment vous liez le sujet de la blockchain et le sujet du consentement ? Alors, consentement, c'est un sujet très populaire, à juste titre. Dans le domaine qui est le mien, à savoir donc les études cliniques, le recueil du consentement est une étape nécessaire, c'est une étape contrôlée, qui là aussi fait l'objet d'une attention très vigilante. Et néanmoins, on a des problèmes dans le recueil du consentement, les conditions du recueil du consentement. Ça a été documenté par notamment la FDA, qui montre comment parfois le consentement est effectué sur la base de documents qui sont manquants ou incomplets, ou voire même pas adaptés. Parfois le consentement n'est pas signé par la personne qu'on croit, etc., etc. Donc là, s'assurer que le consentement existe et qu'on peut en établir la preuve, c'est quelque chose de tout à fait utile. Donc moi, patient, je me satisfais de ce que le consentement m'ait été demandé dans les bonnes conditions. Je m'assure que le document que je signe est le bon document. Et en face, il faut aussi un cadre protecteur pour l'acteur qui récolte le consentement, lui qui peut dire, voilà, j'ai fait les choses dans les règles de l'art, j'ai récupéré le consentement, je peux vous montrer que je l'ai fait de la bonne façon. Donc ça, ce sont des choses qui peuvent parfaitement se faire. Alors, je prends l'exemple des études cliniques, mais plus généralement, qui peut se faire dans le cadre du recueil du consentement, tout domaine confondu. Ensuite, il y a peut-être un point sur le consentement, un consentement un peu dynamique. Alors, c'est peut-être un peu technique, mais je vais essayer d'être clair. On peut parfaitement imaginer, alors là, c'est de la prospective, mais que ce consentement peut être conditionné à un événement ultérieur, c'est-à-dire une fin d'étude clinique. Je commence l'étude clinique, je donne mon consentement. Lorsque l'étude clinique est terminée, je peux exiger de la personne qui a récolté mes données, que ces données pourront être utilisées à des fins de recherche. Et donc, vous pouvez conditionner votre consentement à un partage ultérieur. On a parlé au fond de deux aspects de la blockchain, le fait de tracer les événements, le fait ensuite de s'assurer de leur ordonnancement diachronique, donc vraiment la séquence dans le temps. Il y a un troisième aspect qu'on appelle les smart contracts, c'est-à-dire des espèces de petits logiciels qui s'activent et qui permettent de déclencher des événements dans le futur. Mon contrat, ça va être de dire à l'acteur, voilà, je vous donne mon consentement, mais demain, lorsque l'étude est terminée, j'exige de vous que ces données soient partagées à des fins de valorisation de recherche, et ça peut se faire aussi via des technologies de type blockchain. Quelle place occupe la France aujourd'hui dans le paysage de la blockchain ? Maîtrise-t-on bien la technologie blockchain en France ? Et y a-t-il beaucoup de cas d'usage déjà déployés en France ?
Je pense que au global, sur la scène technologique aujourd'hui, elle est très dynamique. L'écosystème de financement est assez solide. Je pense que le législateur aujourd'hui est assez favorable à l'organisation des bonnes conditions de travail au plan technologique et en particulier sur les aspects blockchain. Donc d'une part, on a, ça on le sait, d'excellents ingénieurs. Donc sur le plan technologique, on est assez solide. Par ailleurs, on a une mobilisation de l'écosystème de financement des startups, de la recherche. Je renvoie du reste sur ce plan au rapport récent qui a été publié par l'Assemblée nationale qui expose ce que je viens de vous dire. Ensuite, faut voir qu'il y a, on va dire, une compétition à l'échelle internationale qui mobilise des grands blocs, la Chine, la Russie, les États-Unis, puis quelques espèces de paradis fiscaux de la blockchain, comme Malte, Singapour. Donc la concurrence est ardue et il y va de questions de souveraineté, il y va aussi de questions juridiques, auxquelles on viendra peut-être plus tard. Souveraineté, qu'est-ce que j'entends par là? Je rentrerai pas là non plus dans les aspects techniques, mais quand on utilise une blockchain très populaire, comme le Bitcoin est assis sur des utilisateurs qui vont valider les transactions, qu'on appelle techniquement des mineurs. Et il se trouve qu'il y a un enjeu que d'avoir une force, en tout cas vue par un certain nombre d'États, une force de mineurs, une force de frappe de mineurs importante. Et donc les localiser dans un certain nombre de pays, c'est d'une façon ou d'une autre se donner des avantages sur la blockchain que je ne détaillerai pas. Donc il y a la notion vraiment d'organiser pour nous les conditions d'une souveraineté, d'une vigilance, un audit de l'état de l'art en permanence, en temps réel de ce qui se passe et mobiliser les efforts, alors français et européens. Je pense que vraiment le bon cadre, c'est l'intégration européenne, de façon à ce que cette course technologique qui suppose à la fois un savoir-faire technique, mais aussi mettre en place la technologie juridique pour consolider notre espace, ça je pense que ce sont des choses à faire dans les mois et les années qui viennent. Nous avons en Europe donc un règlement européen relatif à la protection des données, le RGPD. Quel lien faites-vous avec la blockchain? Cela représente-t-il une opportunité, une menace? Alors, c'est une opportunité sans doute, une mise en conformité, c'est sûr. Le RGPD, donc c'est un cadre européen qui permet au fond de diligenter la façon dont les données sont exploitées dans nos écosystèmes. La blockchain permet d'une certaine façon de remplir un certain nombre de critères du RGPD encore mieux, puisqu'on a des garanties très fortes en termes de traçabilité. Alors il faut que ça, les forces de loi, et je crois que le législateur là aussi essaie d'aller dans ce sens-là. Ensuite, il y a parfois des objectifs un peu contravariants, mais qu'on peut compatibiliser. Je vais donner un exemple. Le RGPD prévoit un droit à l'oubli. Alors la blockchain, c'est une blockchain qui précisément a pour intérêt de ne pas oublier. Et donc là, on voit que les données qui sont intégrées dans une blockchain sont des données qui vont y rester, y demeurer, et c'est ce qui donne une idée de la robustesse de la technologie, c'est qu'on ne peut pas défaire ce qui a été enregistré dans une blockchain. Mais en même temps, c'est un problème, parce que le droit à l'oubli faisant, on doit pouvoir être en situation d'accéder aux données, ce qui du reste pose aussi des questions en termes de ceux qui ont la responsabilité du traitement des données dans des blockchains publiques, c'est pas tout à fait évident, etc. Mais aussi de rentrer dans une blockchain pour en extirper une donnée et l'effacer, ce n'est pas possible. Tout ça peut connaître des évolutions technologiques. Il y a des compléments à la blockchain ou des substituts à des blockchains qui offrent un certain nombre de plasticités d'usage. En tous les cas, voilà, le RGPD est un élément fort, structurant pour nous. Et je pense qu'il y a des aspects de la blockchain qui permettent d'améliorer encore davantage le cadre du RGPD, puis d'autres qui supposent une mise en adéquation de l'un et l'autre. Quels seraient, selon vous, Mehdi, les ingrédients à réunir demain pour favoriser, accélérer le déploiement de la blockchain ? Écoutez, un premier point, c'est vraiment les aspects juridiques, que l'écosystème à l'échelle européenne puisse clarifier l'ensemble des problématiques qui se posent afin de sécuriser les développements qui sont faits notamment par les entreprises et s'assurer que ce qui est établi sur le plan de la blockchain en termes de preuves, par exemple, soit reconnu au plan juridique et comme on le disait à l'instant, que la mise en conformité avec le RGPD soit assurée. Donc ça, c'est un premier rang de problématiques. Il y a un deuxième rang qui est le financement de l'écosystème au global. Je pense qu'on a une scène assez active, concentrer des financements, et là encore, c'est un plaidoyer pour l'Europe, les intégrer à l'échelle européenne, je pense que c'est important. Il y a un troisième rang qui est le rang des usages, qui me semble être le plus important. Et là, peut-être, ça fait un plaidoyer de la blockchain. Il y a aussi un certain nombre de limites. Alors, des limites qui sont connues sur les aspects énergétiques, de consommation énergétique excessive, et dont je pense qu'elles vont connaître des réponses techniques dans les mois, les années qui viennent. Au fond, dans le rang d'usage, quelque chose qui me paraît pas élémentaire, c'est que c'est une technologie complexe, et l'accès à la technologie n'est toujours pas démocratisé. Et donc, si on veut vraiment libérer des usages simples, il faut faire en sorte que l'expérience des utilisateurs soit simplifiée. Là, il y a énormément d'efforts à produire, et ça, je pense que c'est vraiment une porte d'entrée qui fera que ce qui est aujourd'hui au rang de proof of concept pourra être généralisé ultérieurement à des usages bien plus génériques.
Que souhaiteriez-vous que nos auditeurs retiennent de notre échange passionnant ? Blockchain, mythe, réalité, promesse ? Écoutez, je pense que c'est une réalité en partie, c'est une promesse, je crois pas que ce soit un mythe, je pense que c'est une promesse en devenir, et je crois que s'il y a un mot à retenir, c'est peut-être sur la notion de confiance. Vraiment, je pense que c'est une problématique majeure de notre époque, et que là encore, on a une technologie qui permet de l'améliorer, mais évidemment, une technologie seule ne fera pas grand-chose, il faut qu'un certain nombre d'entre nous, et nous au sens vraiment de la société civile en général, s'en emparent et devisent des bons usages. Je vous remercie infiniment, Mehdi, pour cet échange de grande qualité. Merci à vous. Retrouvez l'intégralité de ce podcast et tous les épisodes des saisons 1 et 2 de Blockchain Talks sur toutes les plateformes d'écoute et de téléchargement. N'hésitez pas à vous abonner et à partager. Et à bientôt pour un nouvel épisode.